Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Un discours de grand jour à la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Le message du Mali a été rendu par le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, a prononcé un discours au nom du Mali. Voyons le décryptage et les analyses de nos envoyés spéciaux à New York de cette intervention du ministre colonel Abdoulaye Maïga. C'est avec Sira Batili et Arona Diarra. Les vérités du Mali à la face du monde, c'est la voix d'une nation dévouée au respect de sa souveraineté et de ses principes de gouvernance. Du haut de la tribune des Nations Unies, le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, apporte le message du Mali dans un discours de 28 minutes. Sans hésitation, avec un tempérament calme, le colonel Abdoulaye Maïga transmet tout d'abord les salutations du président de la transition, colonel Assimi Goïta, et tout le peuple du Mali à l'Assemblée générale des Nations unies. Le ministre d'État, porte-parole du gouvernement, rappelle par la suite la charte de l'ONU dans laquelle les États s'engagent à préserver les générations futures du fléau de la guerre. Le thème de cette 79e session y fait référence par cohérence. Aujourd'hui, l'occasion nous est offerte de nous prononcer sur le thème suivant: ne laisser personne de côté, agir ensemble pour la promotion de la paix, du développement durable et de la dignité humaine pour les générations présentes et futures. Le choix de ce thème qui intervient 79 ans après la signature de la Charte des Nations Unies est-il un pur hasard ou le résultat d'une construction mentale? Nous l'ignorons. Cependant, force est de constater malheureusement que se pose encore avec forte acuité la problématique de la préservation des générations, non seulement celle du futur, mais également la nôtre. Est-ce pour autant un échec des Nations Unies? Incontestablement, une évaluation objective avec des recommandations réalistes de notre système collectif serait salvatrice pour notre devenir. Monsieur le Président, le Mali salue la pertinence de ce thème qui est d'une actualité brûlante. Tant il est vrai que les tensions et les guerres en cours continuent, hélas, de menacer la paix et la sécurité internationale, le développement et les droits fondamentaux des populations. Le colonel Abdoulaye Maïga de poursuivre sur la question sécuritaire dont la gestion a été rendue difficile au Mali à cause des fausses alliances au plan international. Heureusement qu'il y a eu un éveil de conscience et le Mali a pris le taureau par ses cornes. Le constat concernant le Mali est effarant. Violenté, humilié, pillé et torpillé, abandonné en plein vol, poignardé dans le dos, les expressions ne sont pas limitatives pour décrire la souffrance subie par le peuple et les forces de défense et de sécurité maliens. Fort de cette expérience et réalisant que le péril malien ne résultait que de l'état de nature, son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, s'est contraint d'élaborer une vision réaliste de la géopolitique en convoquant un proverbe populaire en langue bambara, ici traduit librement et contextualisé, je cite: « La succulence de la sauce des uns dépend du pillage des bovins des autres ». Fin de citation. En privilégiant d'être eux-mêmes, les Maliens créent une troisième voie: ne pas devenir des prédateurs, des barbares sans foi ni loi, à la recherche des bovins d'autrui, ne pas devenir les éternelles victimes impuissantes face à la prédation. La voie médiane promue par le Mali consiste à réaliser notre développement en empruntant un chemin plus vertueux. Veiller au respect de notre souveraineté tout en respectant celle des autres. Refuser l'hétéronomie tout en refusant de nous ingérer dans les affaires intérieures des autres. Être ouvert à tous les partenariats sur une base gagnant-gagnant. Et c'est cette idée qui a prévalu à la création de l'AIS, aujourd'hui Confédération des États du Sahel, qui a son architecture de défense collective. 2 autres volets ont été ajoutés, à savoir la diplomatie et le développement. La Confédération des États du Sahel, une vision commune expliquée aux Nations Unies avec des partenariats gagnant-gagnant ouverts aux autres pays. Au regard de la complexité de la situation au Sahel, motivés par leur seul désir de prendre le destin de leur pays en main, Leurs Excellences, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État du Burkina, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali,
et le général de brigade Abdourahmane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État du Niger, ont dans un premier temps institué l'Alliance des États du Sahel, une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle dans la lutte contre le terrorisme, en signant la charte du Litpako-Gourma le 16 septembre 2023. 10 mois plus tard, précisément le 6 juillet 2024, les pères fondateurs de l'AES ont souverainement décidé de transformer ce mécanisme en une confédération centrée sur 3 axes: la diplomatie, la défense et le développement, avant de parvenir à terme à une fédération. En si peu de temps, des résultats édifiants ont pu être obtenus dans la lutte contre le terrorisme grâce à la mutualisation des moyens de défense, des opérations militaires conjointement menées et un engagement sans faille à éradiquer le terrorisme. Le ministre d'État, porte-parole du gouvernement, rappelle que le Mali est en attente de la suite réservée à la lettre de saisine du Conseil de sécurité des Nations Unies en date du 15 août 2022 pour des actes d'agression de la France à son encontre, ainsi que son implication dans le terrorisme. À l'Algérie, le Mali clarifie que l'accord d'Alger n'est plus d'actualité. Les Maliens ont décidé de laver le linge sale en famille. Et quant à l'usage des drones, le ministre d'État, porte-parole du gouvernement, apporte des éclairages. Nous constatons une grave ingérence dans les affaires intérieures du Mali. En effet, la nature de la solution déployée par les autorités maliennes ne concerne que les Maliens. Depuis la fin de l'accord d'Alger, le 25 janvier 2024, les Maliens n'expriment qu'un seul vœu le concernant, que son âme repose en paix. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, l'accord est bien et belle mort. Vos incantations ne serviront pas à le ressusciter. Vous me donnez l'occasion, d'une part, de vous réitérer que nul ne peut aimer le Mali plus que les Maliens, et d'autre part, de vous rappeler que le Mali et son peuple ne seront pas des spectateurs face aux assauts et l'adversité. Pour chaque balle tirée contre nous, nous réagirons par réciprocité. Pour chaque mot employé de travers, nous réagirons par réciprocité. À bon entendeur, tant pis. La répétition étant pédagogique, permettant de retenir la leçon, le Mali adresse ce message particulier à l'Algérie. Le Mali exige de ces 2 énergumènes diplomatiques qui cessent d'entrer dans l'histoire à reculons. Manifestement, ils ignorent tout à la fois de l'histoire entre les peuples frères du Mali et de l'Algérie et la contribution exceptionnelle du Mali à la guerre de libération algérienne, et certainement de la géographie, car ils considèrent à tort le Mali comme une wilaya, c'est-à-dire une province algérienne. Je répète, le Mali exige de ces 2 énergumènes diplomatiques qui cessent d'entrer dans l'histoire à reculons. Manifestement, ils ignorent tout à la fois de l'histoire entre les peuples frères du Mali et de l'Algérie et la contribution exceptionnelle du Mali à la guerre de libération algérienne et certainement de la géographie, car ils considèrent à tort le Mali comme une wilaya, c'est-à-dire une province algérienne. Je répète pour une dernière fois, le Mali exige de ces 2 énergumènes diplomatiques qui cessent d'entrer dans l'histoire à reculons. Manifestement, ils ignorent tout à la fois de l'histoire entre les peuples frères du Mali et de l'Algérie et la contribution exceptionnelle du Mali à la guerre de libération algérienne et certainement de la géographie, car ils considèrent à tort le Mali comme une wilaya, c'est-à-dire une province algérienne. Un discours de grand jour à la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Le message du Mali a été rendu par le ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. Colonel Abdoulaye Maïga a d'abord fait la genèse de la crise sécuritaire que vit le Mali, une situation qui résulte de l'intervention de l'OTAN en Libye en 2011. Et le colonel Abdoulaye Maïga de fustiger le pillage des matières premières de l'Afrique par certaines puissances étrangères. Nous l'écoutons au micro de nos envoyés spéciaux à New York, Sira Batili et Aruna Diarra. Après avoir vécu une insécurité imposée par l'état de nature, le constat concernant le Mali est effarant. Violenté, humilié, pillé et torpillé, abandonné en plein vol, poignardé dans le dos,
les expressions ne sont pas limitatives pour décrire la souffrance subie par le peuple et les forces de défense et de sécurité maliens. Fort de cette expérience et réalisant que le péril malien ne résultait que de l'état de nature, son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, s'est contraint d'élaborer une vision réaliste de la géopolitique en convoquant un proverbe populaire en langue bambara, ici traduit librement et contextualisé, je cite, « La succulence de la sauce des uns dépend du pillage des bovins des autres ». Fin de citation. Thomas Hobbes, décrivant l'état de nature de manière identique, affirmait, je cite, que l'homme est un loup pour l'homme. Grâce à ce proverbe qui fait référence à la gastronomie et à la cinégétique, le chef de l'État décrit la dure réalité impitoyable des relations internationales et surtout la place de l'Afrique, dont le pillage des matières premières a servi au développement des autres et non celui des Africains dans leur grande majorité. Le ministre d'État, colonel Abdoulaye Maïga, n'a pas passé sous silence la montée en puissance des FAMA qui a permis de recouvrer l'entièreté du territoire national. Le porte-parole du Mali à la tribune des Nations Unies rappelle que notre pays reste ouvert à tous les partenaires sincères qui respectent seulement la souveraineté du Mali. Nous l'écoutons. En privilégiant d'être eux-mêmes, les Maliens créent une troisième voie, ne pas devenir des prédateurs, des barbares sans foi ni loi, à la recherche des bovins d'autrui, ne pas devenir les éternelles victimes impuissantes face à la prédation. La voie médiane promue par le Mali consiste à réaliser notre développement en empruntant un chemin plus vertueux. Veiller au respect de notre souveraineté tout en respectant celle des autres. Refuser l'hétéronomie tout en refusant de nous ingérer dans les affaires intérieures des autres. Être ouvert à tous les partenariats sur une base gagnant-gagnant. Aussi, il est important de relever que ces principes et valeurs caractérisent, mutatis mutandis, les peuples frères du Burkina Faso et de la République du Niger. Sur le plan de la lutte contre l'insécurité, depuis que les forces de défense et de sécurité maliennes ont lancé des actions offensives de manière autonome, de nombreux succès ont été remportés sur le terrain de la lutte contre le terrorisme. Toutes les régions ont été reprises des mains des groupes terroristes, notamment la région de Kidal, le 14 novembre 2023, à la suite d'une opération militaire mémorable. Aujourd'hui, les groupes terroristes ont été sérieusement affaiblis. Les forces de défense et de sécurité sont déployées sur l'ensemble du territoire national. En outre, les actions offensives de nos forces se poursuivent pour démanteler les réseaux terroristes résiduels. Le gouvernement du Mali reste conscient que la réponse uniquement sécuritaire a ses limites. C'est la raison pour laquelle, en appui à l'action militaire, le gouvernement du Mali s'est doté d'une stratégie globale et intégrée ayant pour objectif la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Elle comprend des mesures politiques, administratives, de développement économique et social, y compris le dialogue avec les groupes armés et la fourniture des services sociaux de base à nos braves populations. En dépit de ces résultats fort appréciables, ces groupes criminels gardent encore une certaine capacité de nuisance dans leur tentative désespérée de porter atteinte à notre intégrité territoriale et de terroriser nos populations. Avec, et je me dois de le déplorer du haut de cette tribune, le soutien de sponsors étatiques étrangers. Les sponsors étatiques étrangers. Après des années de dénonciation de ces acteurs étatiques qui soutiennent le terrorisme international, les autorités ukrainiennes ont violé ouvertement et de manière inédite la Charte des Nations Unies ainsi que les conventions et résolutions pertinentes des Nations Unies relatives à la prévention et à la lutte contre le terrorisme. Lorsque des officiels de ce pays, ayant confondu la scène internationale et la scène de théâtre, ont avoué la participation active de leur pays à la lâche attaque terroriste ayant visé une patrouille des forces de défense et de sécurité du 24 au 26 juillet 2024 à Tinzaouatin dans la région de Kidal. Et c'est ce qu'on pouvait donc retenir de l'intervention du ministre d'État, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement à la tribune des Nations Unies ce samedi. Nous faisons un tour en Russie où après Moscou, donc, la délégation de haut niveau conduite par le ministre de l'économie et des finances est arrivée ce soir à Kazan,
c'est la capitale de la République du Tatarstan, important centre industriel et universitaire de la Fédération de Russie. La ville est également un des plus grands centres religieux, culturels et sportifs du pays. La délégation malienne rencontrera notamment sur place les autorités locales, mais aussi des responsables de sociétés avec l'agence d'investissement et de développement du Tatarstan, ou encore une visite au siège de l'usine Akamaz, constructeur de poids lourds numéro 1 en Russie, dans les pays de l'ex-URSS, au Moyen-Orient et en Europe occidentale. Nous y reviendrons donc dans nos prochaines éditions avec nos envoyés spéciaux en Russie, Yaya Konaté et Tchédje Moussa Kamara. Voyons à présent l'actualité de nos FAMA sur le terrain. Hier, elles ont infligé de lourdes pertes aux groupes armés terroristes à travers des opérations aéroterrestres dans les secteurs de Tombouctou, de San et de Djenné. Les détails dans ce commentaire signé Abdoulaye Sako. L'état-major général des armées informe l'opinion publique que les FAMA ont mené une série d'opérations visant le démantèlement de plusieurs réseaux terroristes actifs sur le territoire national. Ainsi, dans la journée du 27 septembre 2024, nos forces ont effectué un grand nombre d'opérations aéroterrestres dans les secteurs de Tombouctou, de San et de Djenné. Dans la matinée, les leaders d'un groupe armé terroriste ont été surpris en pleine réunion de planification d'une attaque et frappés avec précision, ainsi que leur véhicule à 30 km au nord de Gossi. Simultanément, d'autres opérations aéroterrestres visant les terroristes rescapés des combats des 25 et 26 septembre 2024 dans les zones de Saï, Si et Zambougou entre Djenné et San ont été un franc succès. L'état-major général des armées rassure les populations que la traque se poursuit pour mettre un terme aux intentions malveillantes des groupes armés terroristes. Dans l'actualité également, le Mali qui célèbre ce 28 septembre la journée mondiale de lutte contre la rage. L'événement a été marqué par le lancement de la campagne nationale de vaccination contre la rage. C'est à Baguineda, dans la région de Koulikoro, que le ton des activités a été donné par le ministre de l'Élevage et de la Pêche, Daouda Koné. Reportage. L'édition 2024 a pour thème « Lever les obstacles contre l'élimination de la rage ». Parmi ces obstacles, le déficit de collaboration autour du concept « Une seule santé » entre les différents niveaux de collaboration dans un même pays et à l'international, des programmes à petite échelle et l'insuffisance dans la sensibilisation à la maladie, entre autres. Le thème de cette année reflète donc le besoin urgent de transcender les barrières, les obstacles qui entravent l'élimination de la rage dans le monde. Et pour dépasser ce statu quo, le thème de cette année prend en compte non seulement les obstacles sur lesquels nous avons un contrôle, mais aussi la nature transfrontalière de la rage elle-même. L'outil principal pour lutter contre la rage reste la vaccination des animaux sensibles, particulièrement des chiens. Pour lancer la campagne, Derrick, le chien de Yacouba Sogodogo, a reçu la première dose du vaccin inoculé par le ministre en charge de l'élevage. En vaccinant 70% des chiens chaque année, la rage pourrait être éradiquée chez les chiens et le nombre de cas humains serait rapidement proche de zéro. Pour l'entête de cet objectif d'éradication de la maladie, la tripartite FAO, OMSA ou OMS et l'Alliance mondiale pour le contrôle de la rage sont inlassablement engagés. C'est le lieu de remercier tous les acteurs publics et privés qui sont fortement impliqués dans la lutte contre cette maladie. Selon les données de la Direction générale de la santé et de l'hygiène publique, de janvier à septembre 2024, le Mali a enregistré 11 cas de décès de la rage dus à des morsures de chiens infectés. Tourisme et paix, thème de la 44e journée mondiale du tourisme. L'édition 2024 place le secteur au cœur de la promotion de la paix au Mali. L'UNESCO et le ministère en charge du tourisme entendent mutualiser leur savoir-faire pour que la culture et le tourisme soient un bouclier contre l'insécurité. C'est Seydou Traoré.
Le Mali dispose de 4 sites classés patrimoine mondial par l'UNESCO, ce qui démontre le caractère et les potentialités touristiques du pays. Cependant, cette richesse touristique est secouée par endroits à cause de la crise sécuritaire depuis plusieurs années. Du pays d'Ogon au tombeau des Askia en passant par Tombouctou et Djenné, le trésor touristique malien regorge, à n'en pas douter, des endroits emblématiques et attractifs. Aujourd'hui, nous faisons un peu des restaurations. Il y a d'autres qui font un peu aussi les taximans avec les motos tricycles. Il y a d'autres qui font un peu les petits commerces. D'autres qui sont quand même essayés de faire, par exemple, les teintures ou les bourgelans. L'économie de la ville était basée à plus de 70% sur le tourisme au temps de nos papas. Il y avait tellement de touristes dans les rues, dans les hôtels, dans les maisons, sur les dunes de sable. Il y avait aussi des touristes qui partaient aussi visiter les hippopotames, le sel, gemme. C'était vraiment quelque chose de formidable en notre temps. Avec l'insécurité, ça a beaucoup baissé le niveau de visite au niveau de la ville de Tombouctou. Heureusement, des efforts sont engagés pour pouvoir aboutir à une pacification totale de l'ensemble du territoire national. À l'agence de promotion touristique du Mali, les initiatives sont entreprises depuis plusieurs années pour mettre le tourisme au service de la paix à travers des projets intégrateurs. Des voyages intégrateurs, qui est un chrono pour pouvoir permettre à l'ensemble des Maliens venant du nord, du sud, de l'ouest en est, de se retrouver pour pouvoir visiter les sites touristiques du Mali. On est en train de mettre en place un projet sur le fort de Méline, le CAI, et également voir dans quelle mesure on peut aider la réhabilitation du Tata de Sikasso. Pourquoi ne pas créer des sites virtuels? C'est dans cette optique que 6 conventions sont établies entre le gouvernement du Mali et l'UNESCO. La première convention porte sur la convention de 1954. Elle est relative à la formation des agents des forces de défense et de sécurité sur la protection du patrimoine bâti. Et puis la convention de 1970 qui parle du trafic illicite des biens culturels. Et le Mali est l'un des rares pays qui dispose de 4 sites déjà classés. Le thème de la 44e édition de la Journée mondiale du tourisme est intitulé « Le tourisme et la paix », une façon pour les Nations Unies de souligner le rôle vital du tourisme dans la promotion de la paix et de la compréhension entre les nations et les cultures, ainsi qu'à l'appui du processus de réconciliation pour le cas du Mali. Sortie ce matin des 3e et 4e promotions de l'École supérieure du journalisme et des sciences de la communication, les 2 cohortes portent respectivement le nom de feu Aïssata Cissé et de feu Cheikh Mouktari Diarra, 2 figures emblématiques de la presse au Mali. Une cérémonie de graduation des étudiants en présence des ministres en charge de l'enseignement supérieur et de la communication. Le point est avec nous, Sissoko. Après 3 ans d'études à l'ESJSC, École supérieure de journalisme et des sciences de la communication, les étudiants de la 3e et 4e promotion reçoivent leur attestation. Les spécialités sont la presse écrite, la radio et la télévision. La 3e promotion porte le nom de feu Aïssata Cissé, journaliste, qui a travaillé à Radio Mali durant 47 ans. Et la 4e promotion prend le nom de feu Cheikh Mouktari Diarra, premier directeur général de l'AMAP, Agence malienne de presse et de publicité. Devenant devant vous un jeune journaliste, prêt à relever tous les défis qui se présenteront à nous avec un seul objectif, rayonner au-delà de nos différentes spécialités ainsi que dans nos domaines respectifs. En recevant nos parchemins aujourd'hui, nous incarnons la promesse d'un avenir meilleur, une nouvelle génération dans la presse malienne prête à relever le défi du professionnalisme. Les premiers pas vers la réussite et la connaissance, et les premiers pas vers la connaissance débutent par l'humilité, l'amour du travail sérieux, le respect et la persévérance. La persévérance et la persévérance. Les représentants des familles Cissé et Diarra ont appelé les étudiants à incarner les qualités de journalistes émérites que furent feu Aïssata Cissé et feu Cheikh Mouktari Diarra. Nous sommes certains que des personnes comme vous, formées à une école d'élite, feraient la différence dans les années à venir dans votre profession. Le métier de journaliste est très sensible. Soyez professionnels, mais aussi restez dans le strict cadre de la déontologie. Dans un contexte marqué par l'insécurité,
L'information devient un enjeu majeur. Les journalistes doivent s'inscrire dans une dynamique d'informer conformément à l'éthique et à la déontologie, selon le ministre de l'Enseignement supérieur et celui de la Communication. Ces nouveaux journalistes, fraîchement sortis de ces temples du savoir journalistique, iront désormais contribuer à la revalorisation de notre secteur médiatique en allant renforcer la qualité des ressources humaines de nos différentes rédactions, aussi bien en presse écrite qu'en radio et télévision. Éloignez-vous du journalisme alimentaire. Ce n'est pas du journalisme. Soyez indépendants et patriotes. Soyez professionnels et profondément ancrés dans votre culture, la culture malienne. Des témoignages sur feu Aïssata Cissé et feu Cheikh Mouktari Diarra par des anciens collaborateurs ont aussi montré la dimension professionnelle, patriotique et sociale de ces personnalités. Vous venez de le suivre, la 3e promotion de l'École supérieure du journalisme et de la science de la communication porte le nom de feu Aïssata Cissé. Une référence dans le domaine du journalisme, ses caractéristiques, la simplicité et l'humilité. Sori Ibrahima Keïta a côtoyé celle qui se faisait appeler l'enfant Dogon. C'était en 2007, lorsqu'elle faisait valoir ses droits à la retraite. Je vous propose, ou je vous invite à suivre un extrait de son portrait. Vous écoutez l'Office de radiodiffusion télévision du Mali, émettant de Bamako. Le hasard et le destin ont fort influencé sa vie. Les dons naturels et la valeur intrinsèque ont frayé son chemin professionnel. La volonté personnelle a fait le reste. D'une intelligence précoce, reconnue pour les langues, l'enfant de la mère Dogon et du père Peul est aussi d'une décontraction légendaire et d'un enthousiasme communicatif hors pair. Elle se définit comme la Peul des Dogons et la Dogon des Peuls. Bon, je préfère Aïssata Dogon. Vous savez pourquoi? Parce que d'abord, je n'ai pas la beauté des Peuls. Je ressemble beaucoup plus aux Dogons qu'aux Peuls, vous voyez bien. Et un enfant a toujours beaucoup plus de penchant pour sa maman. La fille de l'ancien combattant de l'armée française qui fréquente l'école à 4 ans à Koulikoro passe par l'école rurale de Bamako, actuelle école Mamadou Konaté. L'élève au cours Puget de Bamako, devenu sténodactylographe, est embauché comme secrétaire de direction au ministère des Affaires étrangères. Nous sommes en 1959. L'aisance et la perfection avec lesquelles elle s'exprime en français impressionnent un recruteur de l'information qui lui propose une période d'essai à Radio Soudan. J'ai à peine commencé à travailler que j'ai été repéré par Mamadou El-Béchir Gologo, le docteur Mamadou Gologo, qui était secrétaire d'État à l'information à l'époque. C'était en 1959. Et Mamadou Gologo m'avait demandé de faire de l'animation. Et c'est au bout de 2 ans que je suis allée en formation à Varsovie, en Pologne, pour apprendre la rédaction, la présentation du journal, et à la radio et à la télé. Je vous avais dit qu'à l'époque, il n'y avait pas encore de télévision en Afrique, mais on était déjà formés pour ça. C'était en 62, 63. Le coup d'essai devient un coup de maître. Par hasard, l'absence du journaliste présentateur du jour révèle la vedette cachée. Entre 15 à 20 minutes avant la présentation du journal, le directeur était là. Il a vu que j'ai fait ce qu'il m'avait demandé de faire et que tout était à peu près correct. Il m'a dit, mais c'est très bien, tu peux présenter. J'ai dit, mais si je faisais des erreurs, il dit, non, tu ne feras pas d'erreur. Il ne faut jamais se mettre dans la tête qu'on ne peut pas. Tu peux, je sais que tu peux le faire. Alors je suis allée au journal, je suis allée en studio, j'ai présenté le journal de 7 heures. Et à mon grand étonnement, tout s'est très bien passé. Et à partir de ce jour-là, j'ai commencé à présenter le journal. L'animatrice présentatrice aura été la vedette des émissions telles Disque demandé, rions un peu avec Aïssata Cissé. Son credo s'appelle
L'amour du travail bien fait, la rage de réussir, le courage et la détermination, mais aussi l'humilité que j'ai toujours prônée. Quelques actes de reconnaissance pour la doyenne des femmes des médias, la salle Aïssata Cissé au journal Parler. Des distinctions honorifiques et surtout son expérience au Conseil supérieur de la communication. Le journaliste doit toujours se remettre en cause, le journaliste doit toujours accepter les critiques, le journaliste doit toujours chercher à se parfaire. Ne jamais se dire qu'on connaît tout. Posez toujours des questions à vos collègues pour savoir si le journal que vous avez présenté, le reportage que vous venez de faire était vraiment à la hauteur. Et si vous recevez des critiques, n'en soyez pas frustrés. On apprend toujours. C'était l'hommage de la rédaction à Feu Aïssata Cissé. Oui, une référence dans le domaine du journalisme. Dans l'actualité également, rendons-nous cette fois-ci dans la zone office du Niger où la campagne agricole se déroule normalement. Et l'objectif de production cette année se chiffre à plus de 9700 tonnes de riz. Constat du ministre de l'Agriculture en visite de terrain à Béouani et à Niono. Daniel Siméon Kéléman a apprécié la physionomie de certaines parcelles avant de rencontrer les producteurs et des équipes d'encadrement. On fait le point avec Kandesila. Ce sont les parcelles de Yacouba Diarra qui constituent la première étape de cette visite du ministre de l'Agriculture en zone office du Niger. Ce producteur de la zone de Mbéouani exploite 8,5 hectares, dont 2 hectares en système de riziculture intensif SRI. Nous avons rencontré quelques difficultés liées au système de drainage et aux problèmes d'intrants agricoles. La technique de SRI est une technique qui est extrêmement avantageuse pour les paysans. La preuve en est que d'abord au niveau de la quantité de semences, si dans l'agriculture conventionnelle du riz, on a besoin de 5 kg pour les semis, avec le SRI, on a juste besoin de 8 à 10 kg maximum. À Mbéouani, tout comme à Niono, d'autres pratiques liées à l'utilisation de la fumure organique ou des essais de variétés font de la zone office du Niger un véritable pôle économique. Par rapport à la culture rizicole, nous on a un objectif de 140 287 hectares, c'est une prévision, avec un rendement de 6,3 tonnes à l'hectare pour une production totale de 907 800 tonnes. Il y a également la production de la culture de diversification. Le système de drainage n'a pas fonctionné à tous les niveaux. Ma grande satisfaction, c'est surtout auprès des producteurs, les exploitants agricoles, qui ont mis un accent particulier sur l'utilisation accrue de la fumure organique. Une rencontre à Niono aura permis au ministre de prendre bonne note de quelques préoccupations soulignées par les producteurs, l'encadrement et les autorités locales. La visite a pris fin par le pont-barrage de Markala, outil stratégique du système d'irrigation des terres de l'Office du Niger. À suivre sur nos antennes demain, le 7e numéro de l'émission Ankala Dalako. Il est exclusivement consacré aux valeurs traditionnelles de Tombouctou, un véritable voyage à travers la musique du terroir, des plats locaux ou encore des instruments traditionnels de la région. Le ministre en charge de la culture s'est exprimé sur place, extrait de son intervention. Tombouctou, c'est aussi la cité des merveilles. Merveilles au plan du patrimoine culturel immatériel, lesquels s'expriment à travers diverses formes, dont certaines facettes nous ont été montrées ici ce soir, à travers le reportage sur le patrimoine vestimentaire,
les parures, les coiffures. Mais aussi, nous avons eu le plaisir de découvrir, sinon de redécouvrir, les belles couleurs, les saveurs et les sonorités de Tombouctou. Je voudrais donc saisir l'occasion pour vous remercier tous. 7e numéro donc de l'émission Ankala Dalako à suivre demain sur nos antennes à partir de 16h. Et nous ouvrons à présent la page consacrée à l'AES. Des jeunes des pays de l'AES invités à faire échec à la manipulation de tous ordres. C'est du moins le souhait du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, face aux organisateurs de l'université d'été des jeunes membres de la Confédération des États du Sahel. On en sait davantage avec Moussaki. Palais de Koulouba cet après-midi. Une délégation des organisateurs de l'université d'été des jeunes des pays membres de la Confédération des États du Sahel est face au président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Ces jeunes, avec à leur tête des chefs de département en charge de la jeunesse, font le point des activités de la première édition de leur université d'été et prennent des orientations avec les chefs de l'État. D'abord, il a rappelé l'importance aujourd'hui de la jeunesse dans le cadre de la mission qui est assignée à chacun de nos départements. Il est impératif à ce que les jeunes soient suffisamment engagés pour répondre à cela. La deuxième chose, c'est aujourd'hui dans le cadre du volontariat. Il est important de noter qu'aujourd'hui, dans le cadre des défis que nos pays sont en train de traverser, la position et le rôle du volontariat est extrêmement important et même crucial. Parce que nous avons besoin d'une jeunesse qui est non seulement présente, une jeunesse qui est engagée, mais une jeunesse qui apporte des changements et qui apporte des solutions. Le capitaine Ibrahim Traoré explique à ces jeunes les grands défis du moment dont fait face la Confédération des États du Sahel. En premier lieu, la manipulation. Au-delà de la guerre conventionnelle que nous connaissons, nous avons une guerre communicationnelle qui existe. Et dans cette guerre communicationnelle, certains acteurs qui ne sont pas en phase aujourd'hui avec nos différents pays sont en train d'utiliser ces canaux-là pour essayer de déstabiliser nos pays. Donc il faudrait que cette jeunesse soit suffisamment consciente des informations qui sont véhiculées sur le plan communicationnel. Donc ça, c'est un rôle qui est extrêmement important. La délégation, au nom de leurs camarades, apporte son soutien au chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Ces jeunes participants de la première université d'été entendent capitaliser les acquis et les expériences en matière de jeunesse et de volontariat. Justement, restons au Burkina pour parler de la signature de ce mémorandum d'entente sur le volontariat, fruit de 3 jours d'échanges et de partage d'expériences. Le document est présenté aux 3 premiers responsables en charge de la jeunesse et de l'emploi de l'espace AES. Les précisions, c'est avec Nongba Kouda et Oumou Sissé. Ces signatures marquent le début de la collaboration entre les structures en charge du volontariat national au Burkina Faso, au Mali et au Niger. La convention voulue par les jeunes présents à la première université d'été de l'AES est aussi la matérialisation des liens de fraternité entre les populations et un cadre d'éducation citoyenne et de l'autonomisation des jeunes. Les parties s'engagent à mener des échanges de programmes, d'expériences et d'informations d'intérêt mutuel entre les structures en charge du volontariat pour la mise en place des dispositifs pour le volontariat dans l'espace AES. C'est un point de départ, vous l'avez bien commencé et je suis sûr que mes homologues ici présents avec moi, nous sommes d'accord pour franchir la prochaine étape avec vous. Ce mémorandum interpelle plus d'un sur les actions de la Fédération de l'Alliance des États du Sahel. Il nous faut aujourd'hui faire une connexion entre nos acteurs bénévoles et nos volontaires.
Nous avons beaucoup d'organisations qui mènent des initiatives dans leur environnement, dans leur quartier, dans leur communauté, qui apportent des changements positifs. Nous devons trouver le moyen de les connecter à notre esprit de volontariat. Je me réjouis beaucoup de voir que cette fois-ci, ce n'est pas parrainé ou par les soi-disant partenaires qui souvent sont derrière la jeunesse pour organiser déjà des rencontres qu'ils financent naturellement pour faire passer leurs propres idées. Nous sommes vraiment reconnaissants de tous ces efforts. On vous exhorte à continuer dans ce sens et à être plus pratique. La signature de cette convention permet désormais aux jeunes de l'espace AES de travailler en synergie. Un tour au Niger où le ministre du Commerce et de l'Industrie visite deux usines de fabrication des produits plastiques. Objectif, s'enquérir du fonctionnement de ces sociétés et échanger avec les travailleurs sur leurs préoccupations respectives. Nafissa Badamassi et Amadou Amidou. Longtemps importés de l'extérieur, les chaussures, pantoufles, récipients, seaux, gobelets, bouilloires, entre autres, sont les articles les plus sollicités par les Nigériens. Désormais, cela ne sera qu'un lointain souvenir au Niger, car le pays dispose désormais des usines spécialisées dans la fabrication de ces articles. Il s'agit de la société Niger Elegance Sarlui et Guyang Yaou. Nous profitons de l'occasion pour remercier son Excellence le général de brigade Abdraman Chani, tout le gouvernement, pour vraiment l'effort qu'ils ont consenti et qu'ils continuent de consentir. D'abord pour nous avoir facilité l'obtention de l'arrêté conjoint, donc accordant le bénéfice des avantages du régime promotionnel des codes des investissements. Cette visite du ministre Seydou Assouman vise ainsi à s'enquérir du fonctionnement de ces deux usines, la qualité des services et les conditions de travail des employés. La première usine porte sur des produits, des chaussures, et puis la seconde usine, c'est sur des ustensiles. Donc nous avons trouvé en tout cas un personnel des Nigériens et surtout des femmes, vraiment qui sont les plus nombreuses au niveau de ces deux unités industrielles, ce qui est vraiment un encouragement. Il y a quelques années, tous ces produits-là, c'est de l'extérieur qu'on les a amenés. Avec les différents articles fabriqués par ces usines, source de création d'emplois, de souveraineté industrielle du pays, le ministre Seydou Assouman en sort satisfait de cette visite. L'actualité des sports, c'est avec Abdul Karim Kaba en plateau avec moi. Bonsoir Abdul Karim Kaba. Bonsoir Ibrahima Traoré, bonsoir à tout le monde. Du sport, handball, les affiches de la finale de la Coupe du Mali sont connues depuis cet après-midi et des finales qui se jouent demain dimanche au Palais des Sports. Chez les dames, le centre omnisport de Lafiabougou sera face au Sigui de Kaï. En ce qui concerne les hommes, l'USFAS affrontera le Momara AC de Kati. Les demi-finales ont eu lieu cet après-midi au Palais des Sports Salamatou Maïga. Le résumé de cette demi-finale, c'est avec Isaac Tierno. Centre omnisport de Lafiabougou, Sigui de Kaï, c'est l'affiche de la finale chez les dames. Si le centre omnisport de Lafiabougou COL a sorti la S-Police détentrice de la Coupe du Mali 21-19, le Sigui de Kaï, vice-champion du Mali en jaune, est venu à bout de l'espace 18-15. Dans un match pourtant assez équilibré, loin d'être ennuyant, les jeunes de Kaï ont rapidement montré leur envie de gagner le trophée. Et cela passe par cette demi-finale contre l'USFAS qui reste déterminé à reprendre sa place de leader incontesté dans le handball malien. Le match est corsé et finalement le Sigui de Kaï l'emporte et rejoint le centre omnisport de Lafiabougou en finale. Sur les hommes, l'USFAS a composé son billet en battant le Sigui de Kaï, détenteur de la Coupe du Mali 25-18. Dans l'autre rencontre des hommes, le Mara de Kati est venu à bout de l'AS Police battu 38-26. L'équipe de Kati, qui n'a pas connu de défaite dans cette Coupe du Mali, fait honneur à son rang. Les bleus de l'AS Police d'entrée de jeu ont été pris à la gorge et les protégés de Théa Ouedraogo se font rapidement une marge et ne se feront plus rattraper. Si la mi-temps est remportée 19-14, le Mara de Kati reste concentré jusqu'au bout et l'emporte finalement 38-26. La finale USFAS Mara de Kati en homme s'annonce alléchante, tout comme centre omnisport de Lafiabougou Sigui de Kaï en dame. Ces finales sont prévues à partir de 15h au Palais des Sports Salamatou Maïga ce dimanche.
Et ce sera sous la présidence du ministre en charge des sports et de la jeunesse, chargé de l'institution civique et de la constitution citoyenne, Abdul Kassim Ibrahim Fomba. Basketball, le tournoi de montée en première division bat son plein dans la capitale du Banou Mounetier, c'est bien à Bougouni. Hein? Tout à fait. Chez les hommes, le centre Mamoutou Kane, CMK et Faso Kanou montent en première division. Lundi, ces deux clubs s'affrontent pour déterminer la première place. Par contre, chez les dames, le suspense reste total avec des clubs. Le deuxième ticket de la Ligue 1 se joue entre le centre Mamoutou Kane et le centre de référence de basketball de Tombouctou, CRBT. Quant à l'AS Commune 5, elle a assuré déjà de jouer en première division l'année prochaine. Notre envoyé spécial, Salifou Ouedraogo, nous signale que lundi, toutes les équipes de la première division seront connues. Merci Abdul Karim Kaba. À demain. Inch'Allah. Inch'Allah. Du sport au divertissement. Un rendez-vous sur nos antennes ce soir, 100% jeunes. C'est avec Manken et ses invités. Vous l'apercevez déjà, le plateau qui est fin prêt. Voilà. Ne manquez pas ce show tout à l'heure avec Manken. Vous l'aurez compris, fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellent moment de télévision en notre compagnie. Bonsoir.